En fiscalité immobilière, tu vois, dès que tu veux faire une enveloppe, on essaie toujours de ce qu'on appelle vivre à l'IS et mourir à l'IR. C'est ça en fait l'objectif qui est derrière la plupart des montages. Moi je suis expert comptable de formation, j'ai fait du droit, j'ai fait de la fiscalité, de la finance, gestion de patrimoine. Avant d'être expert comptable, j'étais gestionnaire de patrimoine. Donc, tu vois, je connais bien tous ces sujets d'optimisation. J'ai monté un cabinet traditionnel, mais j'ai notamment monté une société qui s'appelle Akazi, qui est une solution technologique et de services qui permet d'automatiser la comptabilité mais aussi la fiscalité en fait, pour les freelances et l'indépendant. Toi qui as une forte expérience d'ailleurs sur tout ça, parce que ça c'est un sujet qui revient souvent, que ce soit sur la fiscalité ou même le plan politique. Est-ce que demain j'ai 10 millions, est-ce que c'est facile pour moi de faire de l'évasion fiscale? Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode Finance 360. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jonathan. Bienvenue. Merci, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler fiscalité, on va parler fiscalité entreprise, fiscalité immobilier. Donc Jonathan, tu es expert comptable, tu es donc aussi le fondateur et le dirigeant d'une société d'expertise comptable qui s'appelle Akazi. Et donc le but de cet épisode, c'est qu'on va vraiment essayer de faire une masterclass un peu sur aussi l'optimisation fiscale, etc. pour apporter le plus de valeur. Mais si pour commencer, tu peux juste te présenter pour que les personnes en sachent un peu plus sur toi, ça serait top. Ouais, bah écoute, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Moi, je suis expert comptable de formation. J'ai fait du droit, j'ai fait de la fiscalité, de la finance, gestion de patrimoine. Avant d'être expert comptable, j'étais gestionnaire de patrimoine. Donc, tu vois, je connais bien tous ces sujets d'optimisation légale. J'ai monté un cabinet traditionnel, mais j'ai notamment monté une société qui s'appelle Akazi, qui est une solution technologique et de services qui permet d'automatiser la comptabilité, mais aussi la fiscalité en fait, pour les freelances et l'indépendant. On les accompagne de la création de la société jusqu'à la gestion. Aujourd'hui, on est à peu près 35, basés principalement sur Paris. On accompagne à peu près 2000 indépendants. Et je fais beaucoup de vidéos de création de contenu sur justement tous ces sujets d'optimisation, ce qu'il est possible de faire pour faire de l'investissement sur des montages holding, sur des SCI, sur comment optimiser sa rémunération en tant qu'indépendant, de ne pas faire les mauvaises erreurs en termes de choix de statut, de la forme sociale. Donc voilà, j'ai un certain nombre de productions aussi de contenu. Donc c'est pour ça que je suis ravi d'être là et très admiratif de aussi tout ce que tu fais pour démocratiser toute cette partie-là où il y a beaucoup d'erreurs et d'incompréhension. Et donc c'est important de faire de l'éducation financière, mais aussi au global, tu vois, sur la fiscalité quand on se lance sur tous ces projets-là. Merci beaucoup. Et en tout cas, c'est vrai que c'est des sujets qui sont très très peu abordés. Et même la fiscalité, sans même parler d'investissement, etc., la fiscalité, c'est un sujet auquel on est tous confrontés au quotidien. Et pourtant, on n'a rien sur ça. Par exemple, pendant le parcours scolaire, en général, quand on commence à travailler, c'est là qu'on découvre comment fonctionnent les impôts. Quand on lance une entreprise, c'est là qu'on commence à découvrir ce que c'est la TVA, ce que c'est l'impôt sur les sociétés, etc. Et du coup, c'est des sujets hyper importants et tu contribues aussi à démocratiser tout ça. Du coup, je ne savais pas, mais en fait, tu as commencé par la gestion de patrimoine avant... effectivement. Moi, j'ai fait du droit. Alors, effectivement, quand tu fais du droit, tu as des cours de fiscalité, tu fais des études d'expertise comptable où tu fais également ces sujets-là. Mais j'ai voulu compléter ça très jeune, au-delà de faire de fac de droit, donc une licence, une maîtrise en droit des affaires, tous ces sujets-là, par de la finance et notamment de la gestion de patrimoine. Parce que dès cette époque-là, j'avais la conviction que c'était... Quand tu te lances notamment en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise, tous les sujets pro-perso, en fait, ils sont intimement liés. Très souvent, en fait, tu avais des sujets où les experts comptables sont très focus sur la partie pro, les gestionnaires de patrimoine privé sur la partie perso, les avocats, les notaires, en fait, toutes ces personnes-là ne communiquent pas ou parlent pas forcément entre elles. Et tu peux avoir des décisions qui peuvent être très bonnes d'un point de vue pro, mais pas d'un point de vue perso, et ou inversement. Et donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment une vision 360 sur ce qui se passe, toi, en tant que dirigeant, quand tu as ta boîte, quand tu as ton activité avec les zones de risque qu'il peut y avoir, et surtout ce que tu peux faire à côté en termes d'investissement et de protection. Donc, tu as plein de choses. Et donc, j'ai commencé à monter par un cabinet en gestion de patrimoine, avec plus ou moins de réussite. Ça n'a pas forcément bien marché. J'étais assez jeune à l'époque, et donc c'est vrai que ça peut être toujours compliqué. Et puis voilà. Mais après, on en revient de plus en plus aujourd'hui. On accompagne beaucoup nos clients sur tous ces sujets-là. Alors, on ne fait pas de conseils en investissement financier, mais on les accompagne vraiment sur les montages, les zones de risque, et éviter toutes ces problématiques effectivement de mauvais choix fiscaux qui peuvent coûter très cher quand on n'a pas forcément eu les bonnes informations à ce moment-là. Ouais. La fiscalité, en fait, ça prend énormément de place en France. Voilà. On le voit avec tous les débats qu'il y a actuellement. Et il faut essayer un peu de se détacher un peu de cette partie-là pour développer son business, son activité ou ses placements, indépendamment de la fiscalité, mais toujours en ayant en tête qu'il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné, quoi. Carrément d'accord.
Et donc, tu as commencé directement par la voie entrepreneuriale. Tu t'es pas dit, en sortant d'études, je vais d'abord rejoindre un cabinet de patrimoine. Tu t'es dit, je vais fonder le mien. En fait, pour devenir expert comptable, tu dois forcément travailler dans des cabinets. D'accord, ok. Donc, tu as 3 ans, ce qu'on appelle, tu peux être expert comptable stagiaire ou mémorialiste. Enfin, il y a plein de noms qui changent, mais en gros, tu dois bosser en cabinet pour valider des années de ce qu'ils appellent de stage et ensuite passer ton diplôme. Mais dès que j'ai eu mon diplôme à 27-28 ans, tout de suite, je me suis dit, en fait, je me lance en tant qu'indépendant. Okay. Je suis parti en création, en partant de zéro et en disant, voilà, aller chercher les premiers clients. Et donc, j'ai d'abord fait de la direction financière externalisée, du conseil, voilà, comme ça, à différentes boîtes, à beaucoup de startups. Et assez rapidement, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire sur les freelances indépendants. Et il faut servir de la technologie. Et donc, petite parenthèse, je suis passé par le Wagon, qui est une école de code où je suis allé apprendre à développer et à coder. Et donc, pour lancer le projet Akazi, Ah, tu l'as codé toi-même ? Bah non, je ne l'ai pas codé moi-même, heureusement, parce que si l'équipe. Après, quoi qu'on peut me retrouver dans la ligne de code, mais généralement, il faut écraser le code. Mais au démarrage, je me suis retrouvé un peu à coder les premières lignes de code. Mais en fait, très vite, l'idée, c'était plutôt de comprendre comment ça marchait d'un point de vue technologique et comment on pouvait en fait, automatiser la fiscalité. C'était ça le gros du sujet. Et apprendre à lire le code général des impôts en arbre de décision, qui part dans tous les sens et qui peut être changé. Mais donc, c'était ça l'idée. C'était vraiment de dire comment tu fais pour automatiser la fiscalité. Donc, je me lance dans le projet en fin 2017, début 2018. On fait des levées de fonds, enfin en l'occurrence je suis seul fondateur, mais donc je fais une levée de fonds en 2020 avec un fonds d'investissement qui s'appelle Truffle Capital. Ils mettent après 4 millions d'euros dans l'aventure. Donc aujourd'hui on accompagne près de 2000 indépendants, mais ça a été un long parcours pour arriver à avoir une solution technologique qui permette pour le client de automatiser sa comptabilité, puisque c'est la prestation de base, mais aussi en fait la fiscalité, lui dire en fait à n'importe quel moment il sait où il en est dans l'année en termes d'impôts, de cotisations sociales, de TVA, tous ces sujets-là. Et ça a été un gros challenge. Et donc, le fait que j'ai mis les mains dans le code, ça me permet de vachement discuter avec les développeurs et de prendre vachement de lead sur du process de décision comme ça, de construction du produit. Et la formation en tech a été clé parce que je ne suis pas ingénieur de formation. Et les gens qui créent les lois, les dispositifs fiscaux, ils manquent de cohérence. Très clairement, c'est vraiment un empilement de texte. Et donc, il faut essayer si tu veux, de déchiffrer tout ça. Ouais. C'est le fait de le voir en arbre de décision. C'est beaucoup plus facile à comprendre, entre guillemets. Ouais, c'est clairement compliqué. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as pas mal de casquettes, du coup, puisque tu as mis un peu aussi les mains dans le code. Ouais. Mais toi-même, tu as été un peu indépendant, au final, quand tu t'es lancé, etc. Exactement, quand je me suis lancé, et tu sais ce qu'on veut savoir sur une interface. Exactement, c'était ça. C'était moi ce que j'avais vécu, pareil, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, c'était de dire, OK, j'ai 50 000 euros là sur mon compte. Je suis en SASU, je suis en EURL. Ok, qu'est-ce qui me reste ? Parce qu'en fait, je vais avoir payé de la TVA, puis de l'impôt, enfin, je sais pas, sur les dividendes ou sur le salaire. Mais les 50 000 euros, ils sont à moi ou pas à moi ? S'il y en a combien qui est à moi ? 50% ou un peu plus ? Et tu vois, toutes ces questions-là, en fait, c'est la question que tu te poses tout le temps quand tu es indépendant, quelle que soit ta forme juridique. De dire, ok, j'ai du cash sur mon compte bancaire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le place de ma boîte ? Est-ce que je le prends en perso pour le placer ? Et comment tu fais pour avoir cette information-là quasi en temps réel ? Tu vois, c'était ça le gros du challenge. Ça a été très long à construire ce produit-là. À mettre en place, j'imagine. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais connu autre chose parce que je suis directement passé par vous. Mais je vois pas comment je pourrais faire autrement. Maintenant, j'ai l'interface et je vois au moins la TVA que je vais payer à la fin du mois, je vois l'impôt sur les sociétés prévisionnelles directement. Et après, quand c'est flou, que tu sais pas pour prévoir, c'est hyper compliqué parce que du coup, tu le sais au dernier moment. Et c'est ça, en fait. Et traditionnellement, c'était comme ça que ça se passait. Tu le sais au dernier moment, tu as l'expert comptable qui t'appelle un peu au dernier moment, ou alors faut lui payer des fees importants tous les mois pour qu'il te donne l'information. Mais c'est pas naturel de l'avoir en temps réel. Et donc, d'habitude, tu l'apprends 4 jours avant de faire le chèque. Et t'as pas de possibilité d'anticipation. Et donc, du coup, t'as pas de possibilité de faire des investissements. Tu vois. Et donc, mon gros du sujet, c'était de démocratiser aussi l'investissement, de dire, tu vois, la construction du patrimoine. Parce qu'il y a des choses en tant qu'indépendant, quand tu es... t'as tous les sujets de retraite ou si tu fais des choix d'optimisation, de te verser moins de salaire ou des choses comme ça, et tu peux te retrouver à être bloqué, notamment à la retraite en termes d'investissement. Et il faut se servir du cash que tu as gagné en plus pour toi-même faire tes propres revenus passifs, c'est tous ces sujets-là, mais en fait aussi anticiper ta retraite. En fait, c'est ça un des gros sujets de la gestion de patrimoine que quand même beaucoup de gestionnaires de patrimoine et de groupes d'actifs te vendent, c'est anticipe ta retraite, parce que tu as un vrai sujet à retraite en France. Et comment tu mets plus de retraite par capitalisation, quel qu'il soit, et comment tu te construis toi-même ton patrimoine. Tu vois. C'est ça un des gros sujets, quoi. Et plus tu commences tôt, plus c'est facile. C'est toujours le même concept, quoi. C'est un enjeu hyper important pour les indépendants. Et sur cette solution, concrètement, est-ce que vous êtes focus donc vraiment que sur les indépendants, ou est-ce qu'à terme, le but, c'est aussi d'aller sur toutes les formes d'entreprise ou... Aujourd'hui, on a un gros sujet qui est vraiment de dire comment on devient l'expert des solopreneurs, freelance, indépendants, des gens qui sont tout seuls. Et on est plus à
vouloir conquérir ce marché-là. Ouais, conquérir ce marché-là, mais surtout à proposer des nouveaux produits, services dédiés à ces problématiques-là. Très souvent, les problématiques, elles sont au démarrage de la société. Donc, on a une offre qui permet d'accompagner à la création de société pour faire toutes ces simulations, pour accompagner tout le process d'un point de vue très fluide, comme une legal tech qu'on a internalisé. Ouais. Mais on a le sujet derrière. Une fois que tu as créé ton EURL, ta SASU, est-ce que c'est pertinent dans le temps? Il ne faut pas lancer des transformations. Est-ce qu'il ne faut pas monter une société holding? Donc, on a monté une offre dédié pour la création de sociétés holding aussi, pour fluidifier ce process-là. Pour la gestion des SCI aussi derrière, quand tu as fait une SCI, tu veux avoir... Et en fait, on a monté toutes ces offres-là, plutôt des packages additionnels qu'ont besoin en fait les indépendants, plutôt que de se dire, OK, on va aller attaquer le marché des TPE, PME, où tu as d'autres problématiques. Même si on est capable aujourd'hui d'accompagner sur la partie sociale notamment, parce que c'est là où tu as un vrai sujet, dès que tu commences à embaucher des gens, automatiser le social en France, c'est toujours compliqué, et il faudrait une interface différente entre la trésor de la boîte et la trésor future du dirigeant. Tu vois. Ouais. C'est un peu là. C'est là où on a encore un peu nos limites de ce point de vue-là, et on pense vraiment être focus sur les solopreneurs, qui est un marché qui explose quand même. En pratique, tu as quand même beaucoup de monde là-dessus. De plus en plus, ouais. Donc, même si on a des clients qui ont 1 ou 2 salariés, ils n'ont pas d'autres associés, ils restent très focus, et c'est fait de façon très ponctuelle de ce point de vue-là. C'est vrai que notre cœur du business, aujourd'hui, 95% de nos clients, ils sont solopreneurs, ils sont en EURL SASU, et ils ont vraiment des problématiques ce dont on va parler, mais de holding, de SCI, de dire, OK, comment je fais pour capitaliser? Je dois acheter mes bureaux. Est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire? Comment je le fais? Une SCI, pas une SCI? Tous ces sujets-là, tu vois, qui se posent. Et c'est plus ça où ils nous attendent que sur le développement de basculer sur une offre PME, quoi, globalement. Ouais. Et donc aussi, par exemple, sur un solo investisseur sur la partie immobilier, il peut aussi, tout ce qui est SCI, etc., vous faites aussi de votre côté. On a monté ça. On a monté ces offres justement pour accompagner, qui sont en bêta aujourd'hui, mais réservées qu'à nos clients. C'est pas des offres qui sont disponibles sur le marché, mais nos clients peuvent en bénéficier. Tu vois. On a à peu près 10% des clients qui ont mis des structures d'investissement, que ce soit des holdings, des SCI, directement dans notre application, où on est capable effectivement de gérer toute cette partie-là, où on a adapté l'interface pour pouvoir faire des quittances de loyer ou des choses comme ça. Tu vois, comme ça, c'est centralisé directement depuis la plateforme. Centralisé directement depuis la plateforme. Directement. Ça nous permet de piloter. Super intéressant. Juste avant de partir sur la partie vraiment fiscalité pure, etc., ce que je vois aussi dans ton parcours, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat directement. Tu avais toujours voulu faire ça ou... Ouais, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur, globalement. C'est toujours quelque chose qui m'a... Ouais, je pense que c'est un tempérament. Depuis tout petit, j'ai toujours lancé des projets, monté des trucs, etc. J'ai toujours voulu le faire, même si pendant que tu étais au lycée, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais en termes d'une fois que j'ai le bac en poche, qu'est-ce que je fais? Tu te poses toujours un peu la question. Mais ouais, je sais que j'ai toujours voulu entreprendre, et ça peut être un peu antinomique. On me dit, pourquoi, si tu as voulu faire de l'entrepreneuriat, pourquoi tu es devenu expert comptable? C'est pas normalement, tu vois, c'est pas les professions qui sont les plus... C'est ceux qui conseillent les entrepreneurs, mais justement, je me suis dit, j'ai fait du droit, tu vois, je fais du droit et j'ai voulu faire des études d'expert comptable, j'ai voulu faire les deux en même temps, parce que je me suis dit, à partir du moment où en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, donc auditeur, où tu audites des entreprises, ce que j'ai fait aussi quand j'étais plus jeune, mais donc tu passes beaucoup de temps à rencontrer plein de dirigeants, plein d'entreprises, tu vois ce qui marche pas, tu as vraiment une compréhension très fine, tu vois, de comment fonctionnent un peu toutes les parties prenantes d'une entreprise, que ce soit les associés, les fonds d'investissement, les banques, les fournisseurs, les partenaires, les salariés, tu vois beaucoup de choses. Après, c'est très, très différent d'être dans le rôle du conseiller et du rôle du chef d'entreprise ou d'entrepreneur. Tu vois. J'ai fait beaucoup de conseils en entreprise en difficulté. C'est très différent quand tu passes du côté conseiller en disant attention, ça va être un peu sport en ce moment au niveau de la trésor, que quand tu le vis, et tu le vis forcément, tu vois, je l'ai vécu à plein de stades différents d'Akazi, même si aujourd'hui ça va mieux, tu vois, mais il y a eu des stades où c'est compliqué, tu vois, l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes, mais j'ai toujours voulu faire ça, et donc j'ai vu un peu le diplôme d'expert comptable ou la formation en droit ou en finance et tout ça comme un master supplémentaire, ou tu vois, un parcours pour être le plus aguerri possible dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose que de l'entrepreneuriat, en fait. Voilà. Quel qu'il soit, je peux le faire en formation, en création de contenu, mais il y a un côté de challenge, tu vois. Je pense que j'ai toujours aimé faire des Lego, tu vois, quand j'étais tout petit. Construire des choses, tu vois, quand j'étais vraiment tout petit, je voulais être architecte. Il y avait un truc, tu vois, qui était tu vois, la question de la construction, tu passes d'une idée dans ta tête, un projet, quelque chose, et de dire, attends, j'ai un truc complètement taré dans ma tête, on va voir si j'arrive à l'emmener au bout, tu vois. C'est un peu ce qui s'est passé avec Akazi, où je me suis lancé sur un projet qui était quand même service, mais aussi logiciel surtout. Je suis absolument pas ingénieur et j'ai pas de formation dans le domaine du logiciel, et donc de te dire tu lances un logiciel sans rien y connaître, je trouve ça assez fou, et j'adore l'aventure, et j'ai adoré les 7 dernières années là qu'on a vécu à lancer ce projet, quoi. Voilà. Mais la technologie et et le service humain, parce qu'on a une équipe derrière, tu vois,
d'experts comptables, mémorialistes, tu vois, des gens qui sont tous en France, bac+5 minimum, et tu vois, et embarquer des gens dans une aventure et passer une aventure humaine, je trouve que c'est hyper enrichissant d'un point de vue purement tu vois, humain, quoi. C'est hyper challengeant de dire tu te lèves le matin et tu as une aventure qui est cool, tu vois. Voilà. Donc c'était ça le gros du challenge, tu vois. Que ça marche ou ça marche pas, hein, mais en l'occurrence ça se développe bien, mais voilà, c'était ça qui était le plus gros challenge, et je pense qu'il faut trouver, tu vois, chacun doit trouver sa place pour savoir où est-ce qu'il prend le plus de plaisir, tu vois. Ouais, c'est clé, ça. Après, voilà, c'est pas fait forcément pour tout le monde. Non, c'est pas fait. Voilà, c'est sport, hein, on va pas se mentir, mais c'est hyper challengeant. C'est hyper challengeant. Ouais. Je suis d'accord. Et je trouve ça pas mal vraiment l'approche de se dire, vu que je rencontre de base beaucoup d'entrepreneurs au quotidien en tant qu'expert comptable, que je les conseille, je m'imprègne de l'approche. J'avais reçu ici, je sais pas si tu connais Simon Daragon, qui est fiscaliste, et donc il est docteur en fiscalité, et il a beaucoup de clients, et lui-même il est entrepreneur aussi maintenant, et il disait que le fait d'avoir conseillé plein d'entrepreneurs aussi tout le temps au quotidien, ils s'imprégnaient leurs problèmes, et petit à petit toi-même ça te fait prendre de l'expertise. Bien sûr, effectivement, ça te nourrit, parce que c'est rare en tant qu'entrepreneur d'avoir vécu énormément de situations difficiles, compliquées, des opérations de rachat, de fusion, de LBO, de restructuration, de contrôles fiscaux, URSSAF. Si tu as vécu tout ça en 5-6 ans, bon, c'est que c'est une boîte, c'est rare. Solide, quoi. Ouais, solide, et puis bon, t'es avec plein de complications. L'avantage que j'ai, c'est que toutes ces situations-là, en fait, je les ai déjà vécues plusieurs fois, mais parce que j'ai accompagné entre 50 et 70 boîtes tous les ans pendant 10 ans. Donc en fait, mécaniquement, au bout d'un moment, tu vois, quand tu as 500, 700, 1000 boîtes que tu as accompagnées sur les 10-12 dernières années, tu te retrouves à emmagasiner de l'expérience. Et tu vois, alors après, encore une fois, c'est pas parce que tu l'as vécu en tant que conseiller ou tu l'as vécu de loin que c'est la même chose de le vivre. Mais en fait, déjà, ça t'apprend. Enfin voilà, tu sais que chaque situation est pas exceptionnelle, tu vois, parce que très souvent, dans ton entrepreneur, tu dis, il m'arrive quelque chose de fou et d'exceptionnel, etc. Et en fait, non. Vous êtes nombreux à vivre cette situation, et c'est normal, il faut juste trouver les bonnes personnes pour te conseiller qui l'ont déjà vécu, mais c'est rare d'avoir des situations où t'es le premier à qui ça arrive en France, tu vois. Donc, ou alors c'est que vraiment t'innoves sur un truc ou vraiment tu pars sur un projet tu vois, voilà, complètement différent, et donc le fait de le vivre, ça te permet de capitaliser énormément sur beaucoup de sujets, tu vois. C'est sûr, tu t'en tires une force qui te permet de naviguer dans les difficultés de l'entrepreneuriat, quoi. En tout cas, félicitations, parce que c'est un beau truc que tu as bâti au final avec Akazi. Maintenant, ce qu'il y a. Je pense que c'est que le début. Si tu veux, on va passer sur la partie fiscalité. Avec plaisir. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de couvrir le maximum de sujets aussi pour les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, j'avais pensé à la partie immobilier, investisseur immobilier, et ensuite pour un entrepreneur, et pourquoi pas les deux aussi, pour ceux qui sont ensemble. Du coup, si on commence juste par cette partie immobilière qui intéresse, je sais, pas mal de monde. Aujourd'hui, si moi, je veux investir en immobilier, par exemple en société, selon toi, c'est quoi la meilleure forme juridique, et c'est quoi les avantages d'investir en société plutôt qu'en nom propre? C'est un vrai sujet. C'est des questions qu'on a souvent, mais qu'indépendamment, que ce soit des entrepreneurs qui investissent à titre perso ou des dirigeants qui veulent investir, le choix de l'enveloppe pour mettre ton projet immobilier, il va dépendre de beaucoup de choses, tu vois. Il va dépendre effectivement de ta situation personnelle, mais surtout, en fait, d'abord, on va dire, on part du bien, tu vois. C'est quel type de bien tu veux acquérir et dans quel objectif. Parce que c'est très différent de dire, je vais acquérir ma résidence principale, ma résidence secondaire, où je vais faire un investissement, mais je veux aussi vivre, ou je fais purement détachement, un investissement immobilier. J'ai pas prévu de vivre dedans. C'est purement j'aurais pu placer de l'argent sur des marchés financiers, mais je choisis de le faire sur une enveloppe immobilière. Et donc déjà, cette distinction-là, elle va engendrer quand même pas mal de différenciation sur le choix de l'enveloppe que tu vas retenir, parce que c'est pas les mêmes enjeux si tu veux te retrouver à être propriétaire du bien plus tard, ou si tu veux mettre des enfants dedans, des transmissions, des choses comme ça, etc. Tu vois, de ce point de vue-là, déjà, il y a un premier sujet. À partir du moment où tu te dis, OK, je veux faire purement et simplement un investissement immobilier, il faut aussi derrière que tu te poses la question de dire, OK, en France, l'immobilier, c'est un sujet assez sensible, assez risqué. Généralement, tu mets de l'emprunt derrière, tu fais ce qu'on appelle un effet de levier financier. Et donc, tu as les banques et tu peux pas faire n'importe quoi. Et tu dois regarder aussi la rentabilité locative de ton projet. Donc, de dire, OK, est-ce que je pars sur un projet résidentiel, habitation, commercial, industriel? Et derrière, tu as de la réglementation du droit immobilier qui n'est pas la même chose. On fait des distinctions entre des locations nues et des locations meublées. Donc, tu vois, donc déjà, en fait, en fonction de ça, de ce que tu veux faire, du type de bien et comment tu vas le faire, est-ce que tu vas louer
ce qu'on appelle location nue, c'est-à-dire un appartement, admettons, ou une maison à titre d'habitation pour des locataires, c'est pas la même chose d'acheter un local commercial et de louer une entreprise. Parce que déjà, en termes de fiscalité, en fait, tu as des choses que tu peux faire d'un point de vue civil que tu peux pas faire forcément d'un point de vue commercial. Donc ça va déjà aussi quand même guider pas mal de choses. Tu vois, mis à part, en fait, après tous ces sujets-là, et quand tu as répondu à toutes ces questions-là, et tu te dis, tu pars sur quelque chose, on va dire entre guillemets, d'assez classique, qui est soit faire de la location meublée ou de la location commerciale, tu vois, qui est un peu les gros du sujet. Là, effectivement, là, tu te dis, ok, je regarde un peu ce qui s'offre à moi. Et là, on te parle de plein de choses. On te parle de détention en propre, donc c'est-à-dire acquérir toi directement le bien. Tu peux le louer effectivement toi directement ou passer par un régime qu'on parle de la location meublée. Donc la location meublée professionnelle, c'est pas une société qui est créée, c'est un régime particulier que tu t'inscris toi en nom propre. Et après, on te parle de société, tu vois. Donc, assez classiquement, tu entends parler de la SCI, mais tu peux aussi entendre parler de la SARL de famille, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, c'est un peu ou même des t'as des sociétés commerciales, tu vois, où effectivement tu prends une SAS, tu vois, si tu as besoin, mais une SARL, ça peut revenir aussi à la même chose. C'est des gens qui se mettent en SARL pour détenir. Et là, c'est là où tu as plein de questions qui se posent. Très souvent, en fait, quand on parle d'immobilier, il y a un fiscaliste qui est très connu des étudiants en fiscalité, mais que j'aimais beaucoup quand j'étais en étudiant. J'ai pas eu la chance de l'avoir en professeur. C'est quelqu'un qui s'appelait Maurice Cosian et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la fiscalité, qui est un peu un des référents de la fiscalité. Il vient de Dijon, c'est ça? Ouais, exactement, l'université de Dijon. Et il a fait beaucoup. Enfin, il a vraiment écrit beaucoup de choses. Et il a eu une phrase très juste dans un ouvrage que j'adore, qui est très drôle. Et il dit sur la partie, enfin très drôle, d'un point de vue de fiscaliste, tu vois, genre c'est pas la meilleure des blagues. La ressortez pas en soirée, ça passe moins bien. C'est vraiment une blague de fiscaliste. Mais exactement, en premier rendez-vous, faut éviter de la ressortir. Sauf si tu tombes sur une fiscaliste ou un fiscaliste, hein, peut-être il y a des sujets. Mais il disait quelque chose de très heureux qui était de dire en fiscalité immobilière, tu vois, dès que tu veux faire une enveloppe, on essaie toujours de ce qu'on appelle vivre à l'IS et mourir à l'IR. Tu vois. Et c'était tout son sujet, et tous les avocats, fiscalistes, experts comptables, conseillers de gestion ordinaire, ils vont essayer de trouver des enveloppes juridiques. Au-delà de l'enveloppe juridique, c'est quelle est la fiscalité qui est associée derrière pour retrouver ce truc qui est de vivre à l'IS et mourir à l'IR. En fait, ce qu'on sous-entendait derrière, ce qui sous-entendait par derrière de ce qu'on fait de vivre à l'IS et de mourir à l'IR, c'est au-delà de la forme juridique, c'est ça en fait l'objectif qui est derrière la plupart des montages. C'est de dire, OK, pourquoi on parle de l'IS et donc ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés et derrière l'impôt sur le revenu. En fait, en France, quand tu détiens de l'immobilier en direct, en théorie que tu loues un appartement, tu as ce qu'on appelle des revenus fonciers. C'est-à-dire que si tu perçois des loyers, tu enlèves différentes charges et tu te retrouves à avoir un résultat qui va être imposé d'un point de vue de fiscalité, ce qu'on appelle au revenu foncier. En France, les revenus fonciers, c'est ce qui est le plus imposé. C'est comme ça, c'est ce qui est le plus imposé. Tu peux te rapprocher des 62-63% d'imposition sur ton résultat. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imposition classique quand tu es à l'impôt sur le revenu. Et les charges que tu peux déduire, c'est les charges d'intérêt du bien, quelques charges d'entretien, et c'est tout en fait. Et donc très souvent, tu dégages un résultat de tes loyers et tu te retrouves à payer de l'impôt dessus. Mais le gros avantage d'être ce qu'on appelle à l'impôt sur le revenu, c'est qu'en France, pour favoriser le temps long de la détention immobilière, on a mis des abattements pour durée de détention, et le jour où tu revends ton bien et tu fais une plus-value, tu vas te bénéficier des abattements. Et aujourd'hui, c'est après 30 ans, tu es complètement exonéré de détention, tu vois, de plus-value sur l'opération. Encore faut-il faire une plus-value, hein, mais au bout de 30 ans, sauf d'être dans un cycle très compliqué, généralement, tu as quand même réussi à faire une plus-value au bout de 30 ans. Sauf si tu as très mal acheté, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais on va dire, tu te retrouves. Et donc tout l'intérêt, c'est de dire qu'au moment où tu revends, tu ne payes pas d'impôt. Et donc ça, c'est pour ça que les gens disent mourir à l'IR. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que au moment où tu cèdes le bien, au moins tu n'auras pas d'impôt sur ta plus-value. Et donc les gens disaient, ok, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux payer tous les ans de l'impôt et ne pas en vendre quand on vend le bien, donc de sortir fiscalement, ou est-ce qu'il n'y a pas un autre régime qui permet de ne pas payer d'impôt quand on touche des loyers? Et pourquoi les gens ne veulent pas payer d'impôt quand ils touchent des loyers? C'est parce que très souvent, ce que je disais, ils ont mis ce qu'on appelle de l'effet de levier, ils ont mis une dette. Et en fait, les loyers, ils ne les touchent pas. Ils servent à rembourser l'emprunt. Et donc, quand tu es à l'IR, tu te retrouves à payer des impôts sur quelque chose que tu ne touches pas, puisque le cash te sert à rembourser l'emprunt. Et donc, pour ça, c'est là où ce qu'on appelle l'IS, ou en tout cas les règles d'IS, de l'impôt sur les sociétés, permettent quelque chose qui peut être assez magique, ou de dire, attends, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais c'est une disposition fiscale qui te permet ce qu'on appelle d'amortir le bien. Amortir le bien, amortir comptablement, mais surtout fiscalement le bien, ça veut dire prendre une partie de la quote-part de ton investissement et de le déduire de ton résultat. Et donc, si tu as fait 400 000 euros d'investissement et qu'on part sur 40 ans, tu as 10 000 euros que tu peux déduire tous les ans de ton bien. Et donc, ça te permet,
artificiellement de générer une économie fiscale. Mais quand tu fais cette option-là et ce choix-là à l'impôt sur les sociétés, la contrepartie, c'est qu'au moment où tu revends le bien, tu vas être imposé fortement sur la plus-value. Et donc, c'est pour ça, tous les montages et le montage de l'enveloppe, c'est de dire, OK, comment on fait pour amortir fiscalement le bien pendant 30 ans, tu vois, et globalement ne pas payer quasiment d'impôts, et ne pas payer au moment de la revente. En fait, c'est gagner sur tous les tableaux. Très souvent en France, on dit c'est pas possible de gagner sur tous les tableaux, parce que c'est comme ça, on est en France, il faut payer de l'impôt à un moment donné. Et c'est là où, en fait, le choix de ton enveloppe fiscale va impacter ou influencer tous ces sujets-là, tu vois. Et donc, c'était une des spécificités du régime LMNP, mais qui vont potentiellement remettre en cause. Ça fait des années qu'on en parle, où il y a plein de rapports qui sont sortis. Là, ça s'excite actuellement parce qu'il faut aller chercher de l'argent. Parce que c'était le seul régime qui est niche fiscale qui te permettait de faire exactement ça, qui te permettait d'amortir fiscalement le bien et de ne pas payer d'impôts derrière. Et donc, la SARL de famille, pourquoi je suis allé un peu loin dans l'explication, mais parce que la SARL de famille, c'est une SARL qui te permet de prendre ce qu'on appelle une option à l'impôt sur le revenu pour notamment bénéficier du régime de l'allocation meublée non professionnelle dans ta SCI, et donc d'amortir fiscalement le bien et de bénéficier des mécanismes à l'IR. Pas certain qu'avec ce qui est en train de se passer, tu vas pouvoir effectivement conserver ces sujets-là. Et c'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui et des spécialistes là-dessus, et d'un point de vue, après, faut vraiment, il y a du cas par cas, mais c'est vrai que le gros du sujet, et ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est plutôt de faire ce qu'on appelle des SCI à l'impôt sur les sociétés, plutôt à l'IS. Et pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui se lancent dans des projets immobiliers, encore une fois, c'est du temps long, et on va dire ils ont entre 25 et 50 ans. Et donc, du coup, l'horizon de la retraite, il est quand même assez loin. Et les gens préfèrent dire, OK, en fait, je préfère ne jamais payer d'impôts, ou en tout cas ne quasiment pas payer d'impôts pendant les 15-20 prochaines années où je dois rembourser mon emprunt immobilier, quitte à ce que j'en paye plus tard sur la plus-value au moment de la revente, mais au moins, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas contraint de me retrouver à en plus payer de l'impôt sur l'argent que je ne touche pas. Et donc, très souvent, les gens choisissent souvent cette enveloppe de la SCI à l'IS pour faire des investissements immobiliers. Alors après, pourquoi une société ? Le fait de se mettre en SCI, c'est là où il y a beaucoup d'avantages en termes de choix des associés. Tu as plein d'options qui peuvent être complexes sur la partie de démembrement qui vont rentrer aussi en ligne de compte. Tu as la partie d'organisation des statuts. Le gros avantage de la SCI, très souvent, c'est que la SCI, elle a été faite pour aussi d'un point de vue ce qu'on appelle les règles civiles. Quand tu détiens un bien immobilier avec quelqu'un ou plusieurs personnes, la règle, c'est que d'un point de vue civil, en termes de droit civil, tu es ce qu'on appelle sur une indivision. Une division, ça veut dire que si tu veux prendre des dispositions sur le bien, est-ce qu'on augmente le loyer, est-ce qu'on doit le céder, est-ce qu'on va faire, tu es obligé de demander l'accord de tous les indivisionnaires et donc de se retrouver à avoir un accord global. Et comme il y a une règle en droit civil qui est ce qu'on appelle nul n'est tenu à l'indivision, s'il y a une personne qui s'oppose à ton accord, elle peut faire en sorte de demander à la vente du bien directement. L'intérêt de détenir de l'immobilier dans une SCI, c'est que ça te permet aussi notamment d'organiser tous tes sujets de transmission, de succession. Si tu veux le faire avec des gens dont tu n'es absolument pas dans un cadre familial, t'organises un peu les pouvoirs comme tu veux. Même si souvent les gens te disent ouais, mais par exemple dans une SARL ou dans une société, tu aurais pu. Il y a ce qu'on appelle un risque limité. Tu as souvent tendance à, quand tu te mets dans une société commerciale, tu as un risque limité aux apports, et dans une SCI, on est ce qu'on appelle illimité en termes de risque. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si demain il y a des pertes importantes de la société, on pourra venir chercher le patrimoine des associés. C'est un peu illusoire de croire que dans une SARL de famille, dans une SAS, quand tu fais de l'investissement immobilier, tu es protégé. Très souvent, pourquoi ? Parce que les banques vont te demander des garanties. Elles vont prendre des garanties sur le bien, mais comme elles sont sociétés, parfois elles vont pouvoir peut-être demander des garanties personnelles ou des contre-garanties ou des choses comme ça. Donc mécaniquement, tu te retrouves à perdre les avantages qu'il peut y avoir derrière. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai que la SCI, ça reste un extraordinaire support d'investissement, mais aussi d'optimisation de la transmission et de la succession. Le fait de te mettre dans une enveloppe juridique dès le départ, ça te permet d'éviter d'avoir à le faire plus tard. C'est ça aussi souvent. C'est parce que dès qu'on voit des gens qui se disent bon, en fait, j'ai acheté plein de biens en propre, c'est pas du tout stratégique, maintenant j'ai des enfants ou j'ai des choses, enfin j'aimerais bien organiser différemment, tu vois, mon patrimoine, et je veux apporter ces biens à une SCI. C'est-à-dire que tu dois repasser forcément devant le notaire, repayer des frais. Donc on parle de frais de notaire, mais il n'y a pas que des frais, c'est pas que les émoluments du notaire, c'est les taxes associées surtout. C'est ça le gros du sujet, ce qu'on emploie le frais de notaire, c'est les taxes que l'État prend à ce moment-là. Et donc l'État va là d'ailleurs. Il cherche de l'argent partout. Et globalement, au lieu de se dire on va faire des économies sur le fonctionnement de l'État, il y a vraiment des choses. Et on parle pas de baisser les salaires des profs ou des médecins ou des choses comme ça. Non, on parle de réduire un peu les échelons qui servent à rien d'un point de vue administratif et qui apportent zéro, où il y a vraiment des ressources. Ils vont se dire bon, on va les taxer. Voilà, globalement.
Et donc, ils essayent de taxer par plein de façons différentes. Et nous, comme on avait supprimé les taxes d'habitation, des choses comme ça, etc., il faut aller retrouver de l'argent quelque part sur l'immobilier. Toujours. Et, voilà, et donc, c'est tout le sujet. Et donc, c'est vrai qu'aussi, un des intérêts de la SCI à l'IS et de ces choses-là, et donc, tu peux avoir le même IS dans d'autres formes juridiques, mais c'est que c'est vraiment très souple en termes de fonctionnement, en termes de droit aussi également derrière du gérant, ce qu'on appelle, tu es très flexible, tu as les mêmes avantages dans une société civile que dans une SAS, par exemple, en termes de liberté statutaire. Et donc, tu organises beaucoup de choses. Tu vois, on a le cas où on a des personnes, des gérants, des gérantes qui veulent se dire moi, je vais mettre mes enfants dedans ou indirectement, je vais leur transmettre de la nue propriété. Il y a toutes ces logiques de démembrement. Ça te permet d'organiser tous les pouvoirs et de protéger tu vois, toutes les opérations. Donc, c'est vrai que la SCI, aujourd'hui, ça va être un super moyen d'investissement, d'enveloppe, notamment à l'IS, même si le LMNP a fait un carton pendant toutes ces années. Mais bon, là, clairement... Voilà, ils vont trouver plein de moyens pour casser ce régime-là, qui était un peu un régime qui sortait un peu de nulle part. Encore une fois, c'est que les gens, faut se rendre compte que c'est pas du tout la norme. C'est un truc qui a été fait à l'époque pour dynamiser le marché immobilier et pour faire en sorte que d'équiper des logements en meublé, c'était ça, c'était une niche fiscale, c'était pour promouvoir le fait d'équiper les appartements. Et où là, c'est plus le sujet. Là, on manque de construction neuve de base. Donc voilà, il y a plus de sujets à passer par la fiscalité pour avoir ça, quoi. Voilà. C'est vrai que sur le sujet d'investir en société en immobilier, ça resterait un peu le choix parce qu'à l'époque, la SARL de famille, le gros avantage, comme tu disais, c'était le fait qu'on pouvait avoir à l'MNP pour la fameuse phrase, comme tu disais, vivre à l'IS, mourir à l'IR. Mais si on peut plus mourir à l'IR, qu'on vit à l'IS quoi qu'il arrive, du coup la SCI devient le choix privilégié pour toi. Exactement, c'est ça, c'est le vrai du sujet, il est là, qui est de dire comment tu fais pour effectivement ne plus, si tu vas aussi, il coupe ce sujet-là de réintégration, ce qu'ils appellent des amortissements. On va voir s'ils l'étendent aussi également sur du indirect avec des SRL de famille à l'IR en BIC. Mais ouais, il y a plus d'intérêt et il vaut mieux passer sur du schéma classique, ce que font aussi beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, qui est pas forcément une mauvaise chose, notamment quand on détient des parts de SCPI, alors sous réserve de qu'il y a derrière la SCPI, il y a beaucoup de choses. Ouais, bien sûr. Les SCPI, c'est un gros truc. Quand j'ai commencé la gestion de patrimoine, l'enveloppe du marché des SCPI, il était inférieur à 1 milliard d'euros en France, tu vois. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être à 12 ou 15 milliards. Je crois que c'est genre, ça met x10 ou x15, c'est énorme, tu vois. Donc forcément, derrière, tu as une logique derrière de dire, est-ce que les biens immobiliers sont bien éligibles et l'actif en lui-même est cohérent, mais le fait de mettre des parts de SCPI dans une société à l'IS, dans une SCI à l'IS, c'est pertinent d'un point de vue fiscal parce que ça te permet de ne pas payer de fiscalité, en tout cas sur la partie revenu qui tombe, et de laisser de l'impôt sur les sociétés directement dessus, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que la SCI et l'IS, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup aussi mécaniquement. C'est parce que c'est une des formes. Et là, effectivement, si demain il n'y a plus de régime LMNP possible, il va y avoir encore plus une explosion, je pense, des SCI à l'IS. Ouais. Et au final, en plus, SCIS, SCIR, il n'y a pas beaucoup de cas où l'IR non, il n'y a pas beaucoup de cas parce que tu reviens souvent au même sujet. Après, tu peux avoir des sujets qui sont liés au déficit foncier. Donc pareil, mais ça, c'est dans quelle mesure ils vont garder cette possible déficit foncier. Mais donc voilà, tu as plein de... Sachant qu'à l'IR, on peut faire que la location nue. On peut faire que la location nue. Il faut faire attention à la location meublée parce que si ça dépasse plus de 10% en théorie de tes revenus, tu changes l'objet civil, tu deviens un objet commercial et donc tu bascules en location meublée. Tu as quand même beaucoup de contraintes. Tu fais des SCI à l'IR pour mettre des résidences secondaires, par exemple. C'est des choses comme ça où ou ta résidence principale directement, mais parce que tu sais que tu as des objectifs de transmission, de démembrement derrière ou des choses comme ça, tu vois. Mais sinon, sur toute la logique d'investissement, tu sais que rarement tu fais des SCI à l'IR, en fait. Ouais, très rarement. Et il y a quel cas pour toi qui ferait que on n'opterait pas pour la SCI à l'IS, mais on opterait plutôt pour, par exemple, une SAS ou une SRL? On a ces sujets-là, en tout cas que j'ai pu voir moi dans un certain nombre de dossiers, quand tu pars vraiment dans une logique de construire des foncières. Tu vois, où on part vraiment sur... Et ce que j'appelle des foncières, c'est des investisseurs immobiliers professionnels qui ont une volonté tu vois, ils se disent, OK, j'ai une SCI à l'IS, une deuxième, etc. Bon, je commence à avoir une grosse structure de schéma de SCI à l'IS. C'est pas forcément pertinent. Tout centraliser. Ouais, je veux tout centraliser, soit mettre dans une SAS qui détient tous les biens, ou plusieurs petites SAS, où tu as des logiques parfois de faire appel à des emprunts obligataires, tu vois, ou des choses comme ça. J'ai pu le voir dans des montages comme ça. Lever des fonds. Exactement, sur des levées de fonds, mais avec de l'emprunt obligataire. Et donc, tu le fais pas dans une société civile, il faut le faire dans une société commerciale. Et donc, c'est là où on est vraiment sur des patrimoines où c'était pas forcément des gros patrimoines en termes de montant, mais en termes de nombre de biens.
tu vois, on était sur 10, 15, 20 biens tout de suite. Et donc, ils ont voulu tout de suite partir sur une opération, enfin, tu vois, une forme de société SAS, mais parce que derrière, il y avait aussi une volonté de revendre la foncière à un autre groupe plus important, quoi. Donc, c'est ça. On sait qu'il y avait zéro stratégie de sortie, en fait. Tu vois. Donc, bon, c'était juste. Donc, c'est là où ça devenait intéressant. Ouais. Il y a une autre alternative dont on ne parle pas souvent, Ouais. et ça serait intéressant d'avoir ton avis dessus. Ouais. Imaginons, là, de base, je suis en LMNP, Ouais. et maintenant, il va y avoir tout ce qu'on connaît. Ouais. Quel serait un peu avantage-inconvénient versus plutôt passer SCI à l'IS ou plutôt passer en LMP, loueur meublé professionnel, sur les deux? Ouais, alors ça, c'est à voir si c'est pertinent. Le LMNP, le LMP, les géants meublés professionnels, il est surtout lié à l'imposition que tu as, aux charges sociales que tu peux avoir, tu vois. Donc c'est là où tu as quand même pas mal de distinctions particulières qui vont se faire, qui est, on va considérer que tes revenus ne sont plus accessoires, hein, c'est ça la partie l'immobilier, et potentiellement tu vas avoir beaucoup plus d'assujettissement, cotisations sociales qui peuvent passer. Mais pour rentrer dans les caractéristiques du régime LMP, donc loueur en meublé professionnel, tu as quand même des contraintes à respecter qui sont pas évidentes pour tout le monde en termes de répartition de revenus ou autre, etc. Donc c'est pas forcément la meilleure stratégie de faire l'arbitrage LMP, SCI, LIS. Tu vois, on est sur vraiment une autre logique différente, tu vois, d'investissement. C'est-à-dire que tu concentres quand même la majeure partie de tes revenus de l'immobilier spécifiquement, tu vois. Donc c'est là où il y a un gros sujet, quoi. Voilà. Ouais. Ok, et maintenant si on continue un peu notre cheminement de l'investisseur qui évolue, imaginons j'ai une SCIS, enfin on a, parce qu'il y a toujours moins de 2 associés dans une SCI, on achète un bien, un premier, un troisième, et à un moment on se dit oui, j'entends parler de partout de la holding, est-ce qu'il ne faudrait pas que je crée une holding moi aussi? À quel moment ça peut être avantageux de créer une holding et à quoi ça sert une holding? Ouais, ok. La holding c'est la solution magique. C'est vrai qu'on l'entend souvent ce mot. On l'entend souvent, et en général, on dit toujours tous les millionnaires ont une holding. Donc si tu veux devenir millionnaire, toi aussi deviens une holding. Tu dois avoir une holding. Voilà, directement. Après, on t'a pas dit qu'ils sont devenus milliardaires et en fait, d'un coup, ils ont perdu de l'argent, ils sont devenus millionnaires avec une holding. Non, mais j'aime bien ces techniques de vente là, comment te vendre la holding et la solution magique. Il n'y a rien de magique, hein, en fait, globalement sur la holding. Alors, il y a deux choses. Il y a la holding que tu crées quand tu es un professionnel, tu as déjà une activité de solo entrepreneur ou même de chef d'entreprise, dirigeante, etc., de PME, start-up, peu importe, et où tu crées une société holding et qui a un objectif. Et quand tu fais plusieurs investissements immobiliers, est-ce que ça devient pertinent de faire une société holding? Et donc on en revient un peu au sujet que je te disais de la foncière et où ça peut être potentiellement pertinent. Et c'est ce que les gens veulent faire quand ils créent des supra-holdings d'investissement immobilier. Là, généralement, c'est qu'ils ont des sujets qui sont principalement liés à de l'endettement aussi financier, d'avoir un truc, quelque chose de plus lisible et de dire voilà, j'ai une société, c'est plus moi en perso, moi j'ai une société qui détient toutes mes parts de SCI et ou indirectement. Et on est vraiment, quand tu fais purement de l'investissement immobilier et que tu fais de la holding, c'est que tu es purement dans une logique de construction d'une foncière. Tu vois, si je parle hors de ton activité professionnelle. Ouais, bien sûr. J'en parle après. Pourquoi? Parce que tu vas choisir un montage où tu vas faire en sorte que ta holding soit associée à 95% à minima de ta SCI et que tu vas prendre une option à l'IS. Et pourquoi? Parce que derrière, tu vas vouloir mettre en place ce qu'on appelle de l'intégration fiscale. C'est là où va y avoir un intérêt et c'est là où on dit ok, c'est quoi l'intégration fiscale? On a entendu que c'est un truc magique où tu payes pas d'impôts. Non, pareil, il n'y a rien de magique dessus directement. Mais ce qu'on sous-entend par là, c'est que dans une SCI à l'IS, si tu payes de l'impôt sur les sociétés et que tu en as plusieurs, tu en as une qui paye, tu en as 4 autres qui ne payent pas. Tu te dis, j'aimerais bien ne pas payer d'impôts et de vouloir compenser un peu tout ça. Tu aurais pu te dire, je mets tous les biens dans une seule et même SCI et tu aurais composé. Tu aurais pu cumuler tous les revenus et les déficits et tu aurais eu ce résultat-là. Mais si tu ne l'as pas fait et que tu as fait la logique de un bien, une SCI pour des questions, je sais pas, de transmission, de démembrement, d'associés, de plein de sujets-là, tu peux avoir une idée de te dire ça peut être pertinent de mettre une holding au-dessus et de faire de l'intégration fiscale. Et pour faire de l'intégration fiscale, il faut détenir à minima 95% des titres de la société en dessous. Et donc pour faire ça, l'intérêt c'est que tu vas cumuler, faire une balance entre les plus et les moins, les plus et les moins. Ce que les gens oublient un peu là-dessus dans ce type de montage, c'est que très souvent la pertinence d'une SCI à l'IS, c'est quand même que pendant longtemps tu ne payes pas d'impôts. Parce que tu amortis fiscalement le bien et donc tu te retrouves, c'est rare quand même de payer de l'impôt sur des SCI à l'IS, ou alors tu as vraiment fait un coût immobilier assez fort pour te retrouver moins l'amortissement, à te retrouver quand même à être bénéficiaire.
Ça veut dire que généralement, tu n'as pas fait d'effet de levier avec de l'emprunt bancaire. Et là, du coup, est-ce que tu as choisi forcément la bonne enveloppe? Est-ce que tu as choisi le bon montage dès le départ? Bon, c'est là où il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, c'est vrai que tu pars sur une holding là-dessus quand tu es vraiment, encore une fois, sur une logique de foncière et que tu as cette volonté-là. Après, à partir du moment où tu fais ça, tu reviens quand même à quelque chose où ça perd un peu de son sens d'un point de vue optimisation-transmission, parce que tout ton patrimoine immobilier est concentré dans une seule et même structure. Et du coup, c'est la société holding qui est propriétaire de 95% des titres. Donc toi, à titre perso, tu n'as plus que 5%, tu vois, si tu joues là-dessus, ou les associés tiers. Et si jamais tu veux mettre des conjoints, un conjoint, une conjointe, ou des enfants, ou des choses comme ça, bah, tu te retrouves à tout concentrer sur la holding, parce que le capital n'est plus détenu par les SCI. L'intérêt d'avoir quand même, quand tu as 3 enfants et que tu as 3 SCI, bah, c'est que tu peux moduler avec les 3 enfants les SCI. Tu vois, c'est un des intérêts. Donc voilà, c'est là où c'est encore une fois, c'est quand tu es vraiment dans une logique de foncière que tu te dis, OK, c'est là où ça peut être pertinent. Après, tu as l'autre choix de la société holding, et là, on bascule sur un autre sujet, mais on bascule effectivement sur les pros, sur les chefs d'entreprise, et où par contre, effectivement, ça peut être intéressant toujours d'avoir cette logique de SCI et d'investissement immobilier. Et c'est là aussi où en fait beaucoup de pros font de l'investissement immobilier quand ils ont leur holding à côté, et où les gens se disent, OK, est-ce que c'est vraiment pertinent de monter une holding quand je suis un pro? C'est là où il y a plein de questions qui se posent. Bah, déjà, est-ce que tu as d'autres associés ou pas dans ton capital de la boîte? C'est pas du tout les mêmes réponses là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord sur comment vous allez utiliser le cash disponible? Et donc c'est là où souvent il peut y avoir des montages de société holding, et il y a des montages hyper pertinents que quand tu as une activité professionnelle, qui est, tu vois, on pense très souvent à l'achat des bureaux d'une entreprise, où on évite de mettre les bureaux d'une entreprise, le local commercial d'une activité, dans son activité, ce qu'on appelle d'exploitation, de conseil, de service, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que ça alourdit la valeur de la structure. Et donc, c'est pas du tout stratégique quand tu fais une revente de boîte ou autre quoi que ce soit, en termes de lisibilité. Donc, c'est pour ça que tu dis ce qu'on appelle, tu sors l'immobilier d'exploitation et tu le mets dans une structure à part. Très souvent, tu mets dans une SCI à l'IS. Et après, du coup, c'est là où souvent se pose la question, qui détient la SCI à l'IS? Est-ce que c'est le dirigeant à titre en direct, ou on le met à travers une holding, et parce qu'il y a des remontées de cash qui peuvent être intéressantes à faire, tu vois. C'est là où la holding peut devenir pertinente, tu vois. Mais donc derrière, ce qu'on entend aussi par là, ce que c'est une holding, c'est simplement détenir des titres d'une autre société, ce qu'on appelle souvent société mère, société fille. Il y a une société dont l'activité, c'est de détenir et de gérer d'autres titres de société, tu vois, globalement. Et avec ce placement de trésorerie, ce cash, parce que souvent c'est ça que les gens aussi oublient en disant je fais une holding, c'est magique, etc. Tu fais une holding si tu as quand même de la trésorerie. Tu fais pas une holding si tu as 1000 euros sur le compte et que tu te dis c'est génial, faut que je fasse une holding, ça va être magique. Non, si tu le fais derrière, c'est que tu as une volonté, ce qu'on appelle de faire circuler la trésorerie, et pour éviter ce qu'on appelle une taxation à titre personnel. C'est ça le gros du sujet là-dessus, mais tu pourrais tout à fait placer la trésorerie que tu as de ta boîte directement. C'est ça, souvent les gens oublient un peu cette partie-là en disant mais c'est sûr, il faut que je fasse une holding. Non, en fait, regarde, tu as combien? Tu as 5 000 euros à placer. Fais pas une holding juste pour 5 000 euros. Place l'argent directement de ta boîte, tu n'as pas besoin de faire une holding pour ça. Et donc, c'est là où les gens se mettent à créer une société holding quand ils font remonter du cash. Pourquoi? Parce que très souvent, l'exemple que je donne quand on est sur une associée qui exerce son activité de conseil, qui est de dire, OK, tu as 100 000 euros de résultats nets à la fin de l'année, peu importe, on va dire que tu es dans une SAS à l'IS, une SASU à l'IS, et tu veux les prendre en dividende. Je ne reparle pas sur le montage, optimisation, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, mais si tu les sors en dividende, 100 000 euros, à l'heure actuelle, où on parle, on va dire flat tax, 30%, il te reste 70 000. Tu pourrais tout à fait dire, OK, ces 100 000 euros-là, je veux plutôt les faire remonter dans une société holding parce que j'ai projet de faire plusieurs investissements, pas un seul aussi. Tu vois, il y a cette logique de dire, je ne fais pas une holding juste pour one-shot une opération, c'est que j'ai vraiment une volonté d'avoir une holding patrimoniale qui va développer plusieurs activités ou plusieurs placements de trésorerie. Et si tu fais remonter ces 100 000 euros-là, ils remontent ce qu'on appelle en franchise d'impôt, sous réserve du fait que tu aies bénéficié ce qu'on appelle du régime mère-fille. En gros, c'est-à-dire que les dividendes qui sont versés à un associé personne morale, qui a le rôle de la holding d'un point de vue fiscal et comptable, les dividendes sont exonérés d'impôt. Mais pourquoi ils sont exonérés d'impôt? Il y a déjà eu ce qu'on appelle de l'impôt sur les sociétés avant. Il n'y a rien de magique, c'est juste que ce n'est pas toi à titre personnel qui a touché l'argent, c'est une société. Et donc tes dividendes-là,
ne sont pas imposés à titre personnel, mais c'est normal parce que tu les as pas touchés, ils sont toujours dans une société. Si tu les sors de la holding, ils vont aussi te recoûter 30%. Donc il n'y a pas de magie, c'est juste que... Ça, c'est un point souvent mal compris. Souvent les gens se disent, ils disent la holding, génial, c'est 0 impôt. Donc c'est pas complètement 0, il y a ce qu'on appelle une réintégration code part de frais et charges. Et en fait, c'est 5% sur les dividendes, mais voilà, et donc quand tu fais ton taux de 15%, c'est là où tu tombes sur tes 0,75, comme ça. On te dit, bon, il y a moins 1% d'impôt. Mais c'est ça la vraie logique, mais c'est-à-dire que c'est là, le cash est dans la holding, il n'est pas à toi. Mais l'intérêt derrière, c'est que ta capacité d'investissement, il est beaucoup plus important. Quand tu touches 70 000 et que tu dois amener 20% d'apport, tu as un bien à 350 000. Quand tu as laissé le cash dans ta société ou tu l'as fait remonter dans la société holding, 100 000 euros, c'est 500 000 euros d'investissement. Donc après, les gens se disent, OK, le cash, il est dans la holding, je veux faire de l'investissement immobilier, qu'est-ce que je fais? Et du coup, est-ce que je fais l'investissement directement de ma holding, tu pourrais tout à fait le dire, les gars, ou je crée une SCI, tu vois, très souvent, et de dire, OK, mais comment je fais pour faire redescendre le cash que j'ai de ma holding à ma SCI? Est-ce que je mets ces 100 000 euros en capital social ou est-ce que je les mets ce qu'on appelle en convention de compte courant d'associé ou en apport en compte courant? Et c'est là où, pareil aussi, tu as d'autres logiques qui viennent en compte. C'est est-ce que tu fais de l'intégration fiscale avec ces structures-là ou au contraire, tu fais plutôt un prêt, tu vois, la holding prête à la SCI et c'est le dirigeant, la dirigeante associée qui possède 95-90% des titres de la SCI et où ça peut être beaucoup plus pertinent parce que ça augmente ton patrimoine personnel à titre direct et pas de façon indirecte. Et donc, c'est là où tu as des arbitrages qui se font en fonction de chaque situation et où ça peut être hyper pertinent de le faire. Et après, de bien l'encadrer parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle une faute de gestion, un abus de droit. Il y a tous ces sujets-là d'un point de vue fiscal pour éviter de mettre à risque. Il faut mettre de la rémunération du compte courant d'associé pour éviter tout ça. C'est là où d'un seul coup, dès que tu veux faire de l'investissement immobilier, ça devient très pertinent. Mais il y a des choses très, très, très cool à faire. C'est vrai que nous, on dit beaucoup à nos clients, s'ils ont la possibilité de le faire, de faire de l'acquisition de leur bureau. Alors, il faut avoir un intérêt. Quand tu fais beaucoup de podcasts, de création de contenu, tu pourrais dire pourquoi pas ne pas acquérir un local commercial, le transformer et avoir une pièce pour pouvoir faire toute ta production de contenu. Et donc, ça a du sens. Donc, il faut que ça ait du sens dans ton activité. Tu me donnes des idées. Mais voilà, je te dis, mais c'est gratuit, c'est pas facturé. Mais ouais, non, mais effectivement, ça te permet de faire un investissement immobilier qui est pertinent pour ton activité professionnelle. Et toi, en tant que dirigeant, si c'est toi qui es associé de la SCI, alors oui, effectivement, ton patrimoine, il grossit pas pendant 15 ans, 20 ans parce que tu dois d'abord rembourser l'emprunt. Mais au bout de 15 ans, 20 ans, quand tu l'as fait, c'est ce que faisaient historiquement toutes les professions libérales. Les avocats, les médecins, les dentistes, c'était quelque chose qui était... Les experts comptables aussi également, c'était très connu de dire ils achetaient leurs locaux, leur activité professionnelle, parce que très souvent, leur retraite allait être très, très faible. Et donc, et surtout, leur activité n'était pas vendable. Alors même si maintenant, c'est plus forcément le cas, quand même pas mal d'opérations de cession qui peuvent se faire, mais leur clientèle était difficilement cessible, et donc il y avait ce sujet-là, notamment sur les professions médicales, et donc ils gagnaient pas d'argent sur leur patientèle, mais comme ils avaient acheté les locaux du cabinet, au moins ils avaient développé un actif immobilier. Mais donc ce schéma-là, il est transposable à tous ceux qui ont une activité de business où le fait d'avoir des locaux pour leur activité, c'est pertinent. Et donc tous ceux qui font de la formation, de la création de contenu, ou même ceux qui font du conseil et qui ont besoin de recevoir leurs clients, et qui se disent je prends des bureaux coworking, je loue des espaces. En fait, il y a un réel intérêt à faire de l'acquisition de locaux d'entreprise. C'est vraiment un truc ultra clé d'un point de vue de la construction du patrimoine, hyper intelligent. L'intérêt derrière, c'est que tu finances ça par ta boîte. C'est-à-dire qu'au lieu de verser un loyer à des tiers, tu le verses à une SCI qui t'appartient in fine. Il faut que ça soit... Alors encore une fois, ça s'encadre, il faut que ça soit les loyers du marché, il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui est hyper pertinent si ça reste dans des conditions normales de marché d'utilisation. Tu vois. Et là... oui, c'est là où tu entends les montages fameux SCI, IS, holding, et là tu dis oui, et là pour le coup, c'est hyper pertinent et hyper avantageux de faire des choses comme ça. Quoi. Ouais, parce que du coup, pour résumer, on a ce holding au-dessus. Potentiellement, j'ai mon activité, moi, ma SASU, ma SARL. J'ai ma SCI qui détient les murs de mon activité. Exactement, c'est ça. Et ça permet du coup de payer le loyer. Exactement, c'est ça. Okay. Et donc en fait, ta SCI va mettre en location à ta société donc le loyer. Ta société d'activité d'exploitation de conseil, URL, SASU, ce que tu veux, va verser des loyers à la SCI qui, elle, va rembourser l'emprunt. Le cash de départ, tu l'as fait financer par ta holding directement. Et c'est toi qui es propriétaire de 90% de la SCI, en fait, directement. Et donc voilà, donc ça s'encadre, mais c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent de le faire et qui a un réel intérêt économique derrière, en termes de business d'activité. Quoi. Et donc tu réduis tous les risques autour de l'abus de droit et de tous ces sujets-là. Quoi. Voilà. Donc la holding, pour les professionnels qui veulent se construire un patrimoine,
pour faire circuler du cash entre. Exactement, ouais, c'est ça, circuler du cash. Ouais. C'est très important et circuler du cash. C'est de là, après, tu en vois d'autres potentiellement. Après, tu as des sujets qui viennent de façon indirecte, mais donc effectivement sur cette construction de patrimoine, circulation de cash. Mais tu as le placement de la trésorerie. Et après, tu as des choix pour anticiper les évolutions futures que tu as. Je pense notamment à tous les dirigeants de boîtes qui, en fait, à un moment donné, veulent faire soit une sortie en capital de leur boîte, donc doivent vendre leurs titres, ou ont des mécanismes de LBO sur des structures plus rentables ou plus matures. Tu as toute une stratégie où ça peut être hyper pertinent de monter des sociétés holding pour éviter des logiques, ce qu'on appelle d'apport-cession. Donc là, on rentre dans des schémas un peu plus complexes, mais et où tu as, au moment de revendre ta société, si tu détiens les titres que toi, tu as en propre, alors encore une fois, en l'état actuel des textes, avec une flat tax à 30%, mais donc au lieu de payer cette plus-value de 30% que tu as sur la société que tu as créée, tu peux l'apporter à une société holding et tu as un report d'imposition de ta plus-value. Si tu le fais au moment même de la revente et de ton opération, tu as ce qu'on appelle une obligation de réinvestissement. C'est le mécanisme d'apport-cession. Et cette obligation de réinvestissement fait que c'est lié au fait que les titres, tu les as détenus depuis moins de 3 ans. Et souvent, ça peut être pertinent de faire une holding en anticipation de ça pour éviter d'avoir l'obligation de réinvestissement. Donc, il faut les détenir depuis plus de 3 ans pour que ça soit pertinent de le faire. Donc, tu peux le faire de cette façon-là. Mais donc, encore une fois, il ne faut pas que ça soit l'objectif principal de l'opération. Et donc, généralement, tu le cumules avec pas mal de choses. Tu peux avoir aussi une optimisation de la rémunération qui peut arriver à ce moment-là. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit l'objectif principal. Tu as toujours ce mécanisme d'abus de droit qui n'est pas très bien compris par les gens, parce que c'est l'abus de droit fiscal et l'abus de droit social aussi. Également, l'URSSAF, les caisses sociales, ont le droit de mettre en cause ce mécanisme d'abus de droit. Et le principe de l'abus de droit, c'est quand tu fais un montage qui a pour objectif principal d'éluder de l'impôt ou d'éluder des cotisations sociales. Pendant très souvent, c'était la définition de l'abus de droit, c'était à but exclusivement fiscal ou social. Et donc, c'était que le montage, le seul objectif, c'est d'éluder de l'impôt ou d'éluder des cotisations sociales. Mais maintenant, il y a une réforme, une nouvelle rédaction de cet article, et c'est principalement, c'est-à-dire du coup, c'est plus le seul objectif, mais un des seuls objectifs, ou en tout cas l'objectif le prépondérant le plus important, ça a été d'éluder des cotisations sociales ou d'éluder de l'impôt. Et donc ça, c'est une arme qui permet à l'administration fiscale ou aux organismes sociaux de recontrôler et de remettre en cause tout le montage. Donc c'est pour ça que c'est hyper encadré ce type de montage, où quand tu lances là-dessus et les gens disent non, mais fais que pour la fiscalité. Si tu le fais pour fiscaliser, on te dit ok, pas de problème, très bien, mais c'est neutre pour l'administration, ça ne change rien. Tout le gain que tu as gagné, on va te réimposer dessus, parce que de toute façon, le montage que tu as fait, il était dans le seul but d'éluder de l'impôt. Et donc c'est ça qu'on appelle la définition de l'abus de droit. Et donc depuis que l'abus de droit est à but principalement fiscal, ça engendre beaucoup de contentieux, et forcément ça remet en cause beaucoup de montages où tu fais pas n'importe quoi. Et donc, effectivement, là, tu as tous les vendeurs de rêves qui t'ont fait des montages de ouf qui ne tiennent plus directement. Tu vois. Et ce principe d'abus de droit, tu le retrouves dans plein de domaines, tu vois. Notamment sur les choix des formes sociales aussi. Tu vois, c'est un des sujets entre la micro-entreprise ou tu vois, le portage salarial. Oui. Quand tu es indépendant, il y a plein de... c'est des montages abusifs, tu vois, qui fait que quand tu es... pas vu, pas pris, mais quand tu es contrôlé, tu tiens pas devant un inspecteur. Ouais, c'est vraiment du cas par cas, toujours pouvoir justifier aussi. Ouais, toujours, faut être capable de justifier là-dessus. Et donc, mais ça reste un truc de bon sens, qui est de dire, soit tu as bien été accompagné dès le départ, et donc tu as fait les bons choix, et donc tu as bien structuré. Mais bon, c'est rare, même si, on va dire, on est là pour informer les contribuables, parce que c'est ça, tu vois, qui a des bonnes options à prendre légales. Mais si tu l'as pas fait et que tu le fais plus tard sur des réorganisations de patrimoine, de montage, de transformation, toujours avoir ça en tête, que ça doit pas être le seul objectif, il doit être d'un point de vue fiscal. Et donc tu dois trouver d'autres intérêts économiques à cette opération-là. Tu vois. C'est un des gros sujets. Tu vois. Et donc c'est là où de plus en plus de fiscalistes et de conseillers freinent vachement sur des montages en disant ok, là c'est compliqué dans votre situation de dire y a d'autres intérêts, quoi. Justifier ça. faut me raconter une autre histoire, parce que là elle tiendra pas l'histoire. C'est toujours se dire, moi ce que j'aime bien me dire, c'est je m'imagine le jour où je me fais contrôler, est-ce que je peux justifier ça de façon adéquate. Le contrôle, c'est un débat oral, un contradictoire. Donc tu présentes une situation et tu dis bah non, c'est pas ça, mais derrière il y a une question de preuve derrière, et l'administration fiscale elle dit il y a pas de problème, évidemment que tu as le droit en tant que dirigeante de faire des réorganisations de patrimoine, et le droit est fait pour ça, tu vois, pour te dire on fait les choses différemment parce qu'il y a un intérêt derrière économique, projet, entrepreneurial qui justifie, tu vois. Pour le coup, il y a zéro sujet. Alors, là où il y a des sujets, c'est quand tu veux éluder de l'impôt, quoi. Voilà, c'est concrètement ça. On en est là, on revient toujours au même sujet. Tout à l'heure, tu
t'appuyer sur le fait que pour avoir une holding, il faut quand même avoir du cash parce qu'on ne crée pas une holding quand on a 5 000 euros, etc. Par exemple, si on reprend le schéma classique tout à l'heure, ma société, ma SCI, ma holding, c'est quoi le coût de structure à peu près annuel de tout ça et à partir de quel stade de chiffre d'affaires tu penses que pour une personne ça c'est un vrai sujet, on a souvent cette question-là. Le gros du sujet, il est très souvent lié à la constitution de la société holding en elle-même. En fait, ça dépend à quel stade tu as fait ta société holding. En gros, pour créer une société holding, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu l'as fait dès le démarrage. Et donc, du coup, c'est-à-dire que dès le démarrage, tu as pensé ça en montage, tu as dit, OK, je sais que je vais faire plein de choses, plein d'opérations, et j'ai besoin d'avoir ce montage-là dès le départ. Donc, tu crées ta société holding qui va elle-même créer une société de conseil et qui va elle-même créer une SCI. Et donc, tu n'as pas de réorganisation de patrimoine. C'est juste que l'associé des sociétés, de la SCI ou de ta société de conseil, c'est la société holding. Et donc, tu as juste des coûts de fonctionnement des différentes structures. Et bon, j'allais dire, ça dépend de l'expert comptable que tu as. Chez Akazi, forcément, nous, on a fait des packs spécifiques pour nos clients qui sont beaucoup plus favorables et pour que ça soit intéressant pour eux d'avoir une gestion pilotée directement dessus. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes offres et les mêmes coûts quand les gens viennent avec son client chez nous sur des holdings SCI. Donc, tu vois, on a fait des frais quand même qui sont relativement moindres et flexibles et parce qu'on a une logique d'ensemble. La vraie problématique, c'est quand tu as déjà toutes ces sociétés-là, où tu as déjà ta société de conseil, tu as déjà les trucs, et tu dois faire ce qu'on appelle des constitutions avec des apports de titres. C'est ça où tu as un des gros sujets. Un apport de titres, c'est quoi? C'est que quand tu as déjà une société et que tu as une société holding et que tu veux la constituer, tu te retrouves très souvent à la constituer, soit en apportant du cash, mais si tu veux avoir cette logique de détention de participation, il faut que toi, à titre personne physique, tu apportes les titres à ta société holding. C'est-à-dire que du coup, il faut que ta société holding, elle se retrouve propriétaire. Soit elle est propriétaire en les achetant ou en les cédant, mais très souvent, qui dit achat, dit valeur de marché. Donc, combien ça vaut? Et qui dit valeur de marché, dit plus-value derrière si tu as fait une plus-value. Donc, tu te retrouves à payer de l'impôt sur quelque chose que tu n'as pas forcément envie de te faire, sauf si tu fais un montage LBO avec du financement bancaire, qui peut être très bien, hein, très compliqué à financer en pratique. Mais ça peut être très bien de le faire. Mais donc, tu te retrouves à payer de l'impôt sur quelque chose que tu ne vas pas toucher, ou même si tu te fais un crédit vendeur, bon, hyper compliqué. Et donc, tu voudrais faire ce montage-là sans payer de l'impôt. Et la seule possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle un apport de titre. C'est tout à fait possible. Et donc, tu en reviens au mécanisme d'apport-cession, sauf que tu ne fais pas le cession. C'est le 150 OBTR du Code général des impôts. On en entend beaucoup parler parce qu'il y a plein de mécanismes qui en découlent. Mais donc, c'est-à-dire que tu apportes les titres de ta société à une société holding. Et quand tu fais cette opération d'apport, si tu dépasses un certain nombre de seuils, tu dois ce qu'on appelle nommer un commissaire aux comptes, qui a le rôle d'un commissaire aux apports. Tu dois faire une étude de valorisation, tu dois rédiger du juridique. Et donc, tu te retrouves à avoir 4-5 000 euros de frais très vite, tu vois, sur la constitution de ta holding. Donc, c'est pour ça, quand je dis que tu as 5 000 euros à placer une société holding, bon, déjà, tes 5 000 euros, ils sont partis dans tes frais de constitution, tu vois. Et plus après, du coup, la comptabilité de la holding. Et après, du coup, tu as toujours des frais de fonctionnement qui viennent dans la ligne de compte directement dessus, quoi. Donc ça, c'est un sujet, quoi. Mais du coup, ce qui est un peu bizarre, c'est que soit tu crées la holding dès le début, mais au début, tu n'as pas de cash. Exactement. Soit après, tu as du cash et après, il faut que tu dépenses. C'est ça. Mais donc, très souvent, les clients ils disent c'est quoi l'arbitrage? Et je leur dis, mais en fait, le jour où vous allez vous poser la question, est-ce que c'est pertinent ou pas de faire une société holding? Généralement, c'est que vous avez le cash nécessaire. Donc, certes, vous dites, putain, c'est chiant, ça va me coûter 4-5 000 euros de faire toutes ces opérations-là de frais, mais de toute façon, au démarrage, vous n'aviez pas le cash. Et si tu le fais, c'est que les gains attendus, quand on est sur des opérations où tu préfères faire des investissements tu as 100 000 euros d'apport et ça te permet d'avoir un bien à 500 000 vs un bien à 350 000, bon, tu t'en fous de payer 5 000 euros de frais sur l'opération. C'est que tu dis, tant pis, en fait, je le fais maintenant, mais parce que le gain attendu, il est beaucoup plus important. Il ne faut pas que ça te bloque, d'autant plus que c'est du gain. C'est des honoraires, des frais, mais qui sont déductibles, donc tu payes moins d'impôts dessus. Et donc voilà, tu as toujours ce sujet-là, quoi. Donc, mais effectivement, c'est ça. Soit tu prends le risque de le faire au démarrage, mais dans ce cas-là, ça te coûte pas cher. Par contre, il faut vraiment que ça tourne et que tu aies de l'argent parce que sinon, tu as des frais de gestion. Tu vois, même si c'est 1 000 euros par an, c'est toujours 1 000 euros par an que si tu n'utilises pas, c'est con de l'avoir fait au démarrage quand tu es en difficulté. Soit tu le fais plus tard, mais dans ce cas-là, il faut avoir une trésorerie suffisante. Et autre petite question sur cette fameuse holding qui revient souvent. Moi, j'essaie souvent, via mes petits schémas explicatifs sur les réseaux sociaux, d'expliquer comment ça fonctionne la holding. Et donc, je prends par exemple l'exemple d'un entrepreneur qui s'appelle Paul et qui détient une société, comme tu dis, une SCI, etc. Et plein de monde en commentaire me pose légitimement la question, et pourquoi Paul, il met pas sa holding à Dubaï ou au Luxembourg? C'est vrai que c'est une grosse question, mais que j'ai, moi aussi, directement, je l'ai en MP où les gens viennent me poser des questions. Et c'est vrai que là-dessus, où j'ai fait des petites vidéos, des formats short en expliquant aussi, tu as un gros truc sur les montages holding qui est que la holding, elle reste une société française. Et tu as un principe de la fiscalité en France, c'est que si le dirigeant exerce l'activité
la direction de la société, quelle qu'elle soit, c'est pas société holding, société de conseil, sur le territoire français, l'impôt doit être payé sur le territoire français. Donc c'est pas parce que ça s'appelle holding que tu la mets à Gibraltar, à Malte, à Dubaï, où tu veux, que tu as trouvé la parade magique. D'un point de vue fiscal français, dans ce cas-là, mets ta boîte de conseil directement. Tu as quand même des choses d'un point de vue du Code général des impôts qui permet à l'administration fiscale de considérer que tu n'as pas de problème. Hein. Tu peux tout à fait la mettre au Luxembourg, ta société holding, tu vas la déclarer comme telle, mais d'un point de vue fiscal, tu n'auras absolument aucun avantage, puisque comme tu seras en France, le siège de direction effective de la société est en France, tu vas payer de l'impôt en France. Donc, aucun intérêt de le mettre là-bas. Si tu le fais pas, tu es en infraction. Dans ce cas-là, oui, tu es tout à fait libre de la mettre dans le Delaware ou tu veux dans n'importe quel État. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu es en infraction au niveau de la législation fiscale. Donc, tu prends tes risques, tu vois. Mais si tu mets ta holding à Dubaï et que tu l'as fait pour éluder l'impôt, ça marche pas, c'est de la fraude. Voilà, pas vu, pas pris, mais à partir du moment où t'es pris, en contrôle, ça passe pas. Donc c'est avantageux que si je vis 6 mois et un jour à Dubaï. Quoi. Alors ouais, ça c'est autre chose. Ce fameux 6 mois un jour, c'est bien que t'en parles parce que tu vois, il y a un truc, non mais c'est vrai que tu fais ce qu'on appelle la territorialité de l'impôt et tu vois comment tu fais pour être considéré non résident fiscal français. Pareil, ça faudra faire une petite vidéo explicative là-dessus. Mais tu vois, c'est l'article 4B du Code général des impôts qui dit comment tu fais pour être considéré non résident fiscal en France. Et très souvent, les gens se disent ah ouais, faut vivre 6 mois et un jour. C'est ce fameux 180 jours directement. En fait, il y a 4 critères, tu vois, dans le Code général des impôts qui te dit comment tu fais pour être non résident fiscal français. Et effectivement, c'est le lieu de résidence que tu as sur le territoire, mais c'est pas seulement, c'est où est-ce que tu as ton centre des intérêts économiques. Celui-là, il est hyper fort. C'est comme ça que tu as plein de chanteurs pendant des années qui se sont fait redresser. Tu vois, Aznavour, il y avait eu un gros cas Aznavour avec le Liechtenstein, etc. C'est des vrais sujets où en fait les gens se sont fait redresser parce que où est-ce que sont les centres des intérêts économiques ? D'où est-ce que tu gagnes le plus d'argent, tu vois, globalement ? Où est-ce qu'il est ton patrimoine ? Et c'est patrimoine et revenus. Donc c'est deux choses différentes. Tu vois. Tu peux avoir tes revenus qui viennent de Dubaï, mais tout ton patrimoine, en fait, il est en France, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment appliqué ça dans l'application ? Parce que quand on voit, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs qui sont à Dubaï et qui vendent 100% à des Français, oui. Mais on pense aux influenceurs, des choses comme ça. Exactement, c'est ça. Mais donc, en fait, ils ont ce truc de centre des intérêts économiques. Et l'autre, c'est le centre de vie sociale et familiale. Où est-ce que tu as ta famille ? Où est-ce que tu es directement ? La plupart des gens qui te vendent des choses comme ça et tout le magique, c'est souvent effectivement des influenceurs qui sont basés à Dubaï, qui n'ont pas de famille. Entre guillemets, ils sont célibataires. Ou alors, ils sont là-bas directement. Donc, en fait, eux, ils n'ont pas d'attachement familial à la France. Famille, je parle de descendants, conjoints descendants, tu vois. Donc, quand tu es une meuf ou un mec basé à Dubaï et que tu es célibataire, ok, et que tu n'as pas d'enfant, déjà, c'est plus facile. Effectivement, sur le centre des intérêts économiques, s'ils ont bien été conseillés, et normalement, c'est ce qu'on leur a dit, mais ils ne le disent pas toujours, ils ont fait en sorte que leur société de conseil, tout, soit basée à Dubaï et ils n'ont plus rien en France, ils n'ont plus d'activité en France. Et là, oui, là, ça devient, tu deviens expatrié fiscalement hors de France. Avant, tu as quand même ce gros sujet de l'exit tax, tu vois, que souvent les gens aussi entendent parler. Parce que les gens se disaient, c'est bon, je me barre. Dans ce cas-là, moi, je respecte toutes les conditions, je me barre. Attention, tu as aussi un autre mécanisme qui vient vérifier tout ça, qui est d'ailleurs, si tu as vraiment des actifs de société en France et tout, on veut s'assurer que tu fais pas tout ça d'un point de vue fiscal pour éluder de l'impôt. Et donc, on peut te demander des garanties, il y a des conventions fiscales spécifiques en fonction du pays où tu vas établir, où tu peux te retrouver à payer la plus-value latente, tu vois, comme sur des ETF que tu pourrais avoir directement, à payer de la plus-value latente parce que tu sors de France et tu t'expatries fiscalement. Voilà. C'est là où on a un peu mal le sujet. Toi qui as une forte expérience d'ailleurs sur tout ça, parce que ça c'est un sujet qui revient souvent, que ce soit sur la fiscalité ou même le plan politique. Est-ce que demain j'ai 10 millions, est-ce que c'est facile pour moi de faire de l'évasion fiscale ? Vrai sujet, vraie question. Je pense que c'est énormément, contrôlé mécaniquement en fait. Il y a un truc qui est que faut pas oublier que l'administration fiscale elle se dote de plus en plus de data controllers, etc. Enfin, tu vois, tu as un gros truc, tu vois, les gens vont être de plus en plus compétents et aussi logique de rentabilité, tu vois, où les gens se disent non mais attends, si je fais tout ça, etc. On parle de 5 000 €, c'est quoi le risque ? Bon, en fait, oui, le risque tu le prends, mais sur 5 000 €, il faut aussi pour l'administration fiscale que ça soit rentable. Tu vois. Toutes les opérations supérieures à 1 million d'euros, de base, elles sont contrôlées par l'administration fiscale. Ok, donc, d'accord. Attends-toi, pourquoi ? Ce qui est normal. En fait, elle veut vérifier si à ce niveau-là, il n'y a pas eu de risque. Donc, si déjà tu es à ce niveau-là, attends-toi forcément à avoir un contrôle. C'est logique. Tu as tout à fait le droit de te dire, au bout d'un moment, j'en ai marre d'être en France et je veux partir. Peu importe tes raisons, tes choix politiques, etc. Enfin, tu vois, ça me regarde pas là-dessus. Sur ce sujet, c'est pas la question. Mais c'est de dire, ok, si tu veux te barrer et que tu veux faire ça, sache que tu vas être dans le radar et tu vas être sur le viseur, tu vois. Et donc, ok, si tu veux faire des choses, soit tu les as anticipées, et normalement, c'est ce qu'il faut recommander. T'as quand même un certain nombre, on a la chance quand même d'être en France, d'avoir quand même beaucoup de choses qui fonctionnent bien.
Et donc, si tu anticipes bien et tu optimises bien en amont, bah, tu peux faire plein de trucs et te construire un patrimoine. Alors oui, à un moment donné, il y a une question de payer de l'impôt. Voilà, je laisse libre tout le monde avec sa conscience et se dire est-ce qu'il y a une logique de redistribution et de dire bon, bah, j'ai pu devenir multimillionnaire en France, est-ce que je rends l'appareil à l'État français ou je considère qu'ils font n'importe quoi et je veux pas et je veux me barrer. Bon, sache que dans tous les cas, si tu es à ces niveaux-là, forcément, tu seras contrôlé. Ouais. Donc, c'est pas une surprise. Hein, et tu te dis, j'ai réussi à me barrer, c'est génial, je suis passé au travers. Bon, ils ont 3 ans plus l'année en cours pour venir en contrôle. Voilà, tu peux continuer à faire le malin sur des vidéos, mais sur des réseaux sociaux, mais tu vas te retrouver en contrôle à un moment donné, quoi. Ok, super clair sur ça et je pense que ça va éclairer beaucoup de monde sur tous ces clichés. Maintenant, du coup, si on redescend de quelques niveaux du millionnaire à Dubaï et qu'on arrive sur juste un freelance pour terminer qui voudrait lancer sa société ou un entrepreneur individuel qui veut se lancer, moi, je veux me lancer demain, c'est quoi la forme juridique que tu préconises le plus en priorité? Est-ce que c'est plutôt une micro-entreprise, plus simple, une URL, une SASU? Ouais, ça c'est une des questions qu'on a le plus, effectivement, de par l'activité. Un tiers de nos clients, c'est des créateurs d'entreprises qu'on a accompagnés au choix de la forme sociale. Et donc, c'est toujours le sujet de dire, OK, je crée une micro-entreprise, une URL ou une SASU. Alors déjà, on ne fait jamais d'entreprise individuelle en tant que telle, ce qu'on appelle une EI, même si la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un régime spécifique. Les gens l'oublient souvent. Mais donc, ça n'a aucun intérêt et j'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai expliqué pas mal de choses. Donc, je vais passer vite là-dessus, mais on fait soit une URL, soit une SASU ou effectivement une micro-entreprise. Le vrai sujet de la micro-entreprise, c'est qu'on oublie très souvent de dire que les charges ne sont pas déductibles. C'est vrai que les gens ont toujours tendance à l'oublier. Et donc, en fait, toutes les possibilités d'optimisation, d'investissement, de SCI, de tout ces choses, en fait, ça ne marche pas. Tu ne peux pas le faire avec une micro-entreprise. C'est un vrai sujet. Et pendant très longtemps, tu avais un vrai sujet avec la retraite des micro-entrepreneurs qui n'a jamais été dit, tu vois, mais notamment tous ceux qui font de la prestation de services. La retraite, c'était ils n'ont pas de retraite complémentaire. Ce qu'on appelle, ils ont une retraite obligatoire, mais pas de retraite complémentaire. Donc ça a changé, c'est en train de changer. D'ailleurs, c'est pour ça que les cotisations sociales passent de 22% à 26%. C'est parce que pour financer la retraite. Mais donc, il y avait un vrai sujet là-dessus. À la base, la micro-entreprise, c'était un régime qui avait été fait quand tu étais salarié et à côté, tu avais une activité d'indépendant. Donc c'était ça le vrai. Donc ça a été détourné pour te lancer en tant qu'indépendant. Mais quand tu fais des calculs, ce qu'on appelle avec les droits différés, c'est un vrai sujet que les gens oublient. Les droits différés, c'est quand tu cotises un régime, tu as combien en termes de prévoyance et de retraite. Est-ce que tu crois ou tu crois pas? Mais bon, c'est un vrai sujet. Quand tu as un accident de la vie en termes de prévoyance, je peux dire que tu es bien content d'avoir une bonne couverture. Et donc la micro-entreprise, c'est quand même assez défavorable de ce point de vue-là. Donc très souvent, en fait, on écarte la micro-entreprise qui est plutôt vraiment une activité pour se lancer, pour tester, très flexible. Mais si tu sais déjà que tu vas faire ça, tu as beaucoup plus de sujets d'optimisation, de points qui rentrent en ligne de compte. D'autant plus que si tu intègres les 26% et les frais légaux d'optimisation que tu peux faire, chèque vacances, chèque emploi-service, indemnité kilométrique, tout. Enfin bref, je ne rentre pas dans le détail de tous ces frais-là. Très souvent, en fait, c'est match égal avec le URL, voire c'est le URL qui gagne de ce point de vue-là. Et donc, le vrai arbitrage qui se fait, c'est très souvent ce qu'on appelle EURL SASU. Et alors, on fait beaucoup de SASU au démarrage d'une activité quand on a le chômage, notamment, qu'on perçoit les indemnités retour à l'emploi, même si ça peut bouger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que les dividendes, et c'est la convention UNEDIC qui dit ça, qui réglemente le chômage, que les dividendes ne sont pas comme des revenus du travail et donc ne viennent pas impacter tes indemnités chômage. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de SASU qui sont créés quand les gens sont au stade du chômage ou des allocations retour à l'emploi. Mais quand on fait un vrai match arbitrage à partir du net disponible avant rémunération, donc admettons tu fais 120 000 euros de chiffre d'affaires, tu as 20 000 euros de charge, il te reste 100 000 euros. Ces 100 000 euros, je les prends quoi? En SASU en tant que salaire ou dividende ou en tant que rémunération de gérant? La grosse distinction, elle est ce qu'on appelle le régime du dirigeant. Où est-ce que tu cotises à la sécurité sociale? Est-ce que tu cotises à la sécurité sociale des salariés ou des indépendants? Indépendant quand tu es gérant, salarié quand tu es président de SASU. Très souvent, ce qu'on voit, nous, dans 95% des cas, en fait, c'est le URL qui gagne. EURL à l'IS. Et c'est vrai que je vois énormément de SASU se créer et plein de gens se dire non, mais je prends un tout petit peu de salaire et beaucoup de dividendes parce qu'il y a la flat tax. Mais les gens disent ok, très bien, mais la flat tax, certes, elle a CSG, CRDS, mais c'est 0 droit différé. C'est-à-dire que quand tu te verses les 17,2 qui sont la composante de la flat tax, même si tu n'as pas la flat tax et tu es au barème progressif parce que c'est intéressant, ces 17,2% là, ils ne te procurent aucun droit. À la différence de salaire, qui te procure des droits en termes de prévoyance et de retraite. Et souvent, dans toutes les simulations que je vois par les indépendants qui arrivent, ils oublient cette logique de droit différé. C'est un vrai sujet. Dès que tu en tiens compte, même quand tu fais ce qu'on appelle des SASU LIR, qui est on va dire une faille du système, pareil, tu as cette logique de droit différé que tu n'as pas directement. Donc c'est un vrai sujet. Après, les gens te disent mais en fait, moi, je m'en tape des droits différés et je vais me débrouiller tout seul à côté. Ok, si tu as ça, pas de problème. Et c'est pour ça, mais il faut en être conscient. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, très souvent, tu fais, pendant que tu es au chômage, plutôt SASU. Si tu n'es pas au chômage, dans 95% des simulations qu'on fait,
même des gros systèmes de rémunération, des gros chiffres d'affaires, le URL est gagnante, notamment parce que le régime des indépendants, les cotisations sociales, elles sont dégressives. Tu payes 50%, mais jusqu'à 50 000, et après c'est 30-20%. Donc sur des grosses rémunérations, tu ne payes pas 50% de cotisation, tu es plutôt à 25-30% de taux moyen d'imposition de cotisation sociale. Et derrière, ça te procure vraiment des droits, et tu peux prendre ce qu'on appelle des contrats anciennement Madelin, mais PER, mutuelle, prévoyance, pour capitaliser directement dessus. Donc c'est vrai que le URL, c'est sous-coté. Et alors que quand tu fais système, parce que je sais pas, ça fait moins bien de dire que tu es en URL qu'en SASU. Il y a un truc de marketing, mais en fait, tu as quand même des arbitrages où quand on fait des simulations, tu as 25, 30 000, 40 000 euros de gains annuels, tu vois. Donc bon, j'allais dire, tu peux t'en servir pour faire des investissements. Voilà. Super clair. En tout cas, un grand merci pour cette véritable masterclass sur la fiscalité, parce que là, je pense qu'en 1 heure, il y a beaucoup de sujets. Beaucoup de valeur qui a été apportée. Pour terminer, s'il y a des personnes qui veulent te suivre, est-ce que tu as un réseau de préférence? Ouais, plutôt Instagram. Voilà, je suis disponible sur un peu toutes les plateformes. Je mettrai le lien en description. Mais je suis beaucoup plus sur Instagram que sur TikTok. C'est de la faute un peu aux gens sur TikTok qui... Il y a beaucoup de comptes un peu particuliers. Mais non, mais c'est vrai que je suis beaucoup sur Instagram. Prioritairement. Et après, sinon, si les gens sont intéressés par les services, il y a le site Akazi, il y a une équipe derrière donc qui pourra effectivement répondre, accompagner tout le monde. Je mettrai en description ton Insta et le site d'Akazi pour ceux qui veulent cliquer directement. Génial, encore un grand merci à toi. Encore merci pour l'invitation, ravi d'avoir fait ça. C'était un plaisir et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye. Au revoir, ciao.